Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 13 h. On regarde les titres de ce journal. Réunion de haut niveau sur la relance économique post-Covid-19. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont en concertation à Abidjan depuis ce matin. Ils vont s'accorder sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. La rencontre permettra au continent de poursuivre sa transformation économique. Environnement, plus d'1 hectare de forêt reboisée dans le département de Bonoa, dans la région du Sud Comoé. L'acte agro-industriel s'inscrit dans la politique environnementale responsable d'une entreprise locale. L'opération de reboisement a vu la participation des communautés villageoises. Des pillages et des bousculades ont fait au moins 72 morts en Afrique du Sud. La plus grande raffinerie du pays a fermé temporairement son usine de Durban. Des inquiétudes sur de possibles pénuries sont à prévoir. En réponse aux troubles, le nombre de soldats déployés dans les zones à risque a été doublé pour atteindre 5000 militaires. Voilà pour le titre. Abidjan accueille ce jeudi 15 juillet une réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, IDA-20. Cette reconstitution soutiendra une relance forte suite à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Elle aidera le continent africain à poursuivre sa transformation économique. À l'entame de la cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, a situé les enjeux de cette rencontre de haut niveau. Je vous propose de l'écouter. Notre réunion d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes de développement et à faire, dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'IDA, un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars en vue de relancer nos économies. Et ce serait le montant le plus important jamais mobilisé à ce jour. Donc, toutes nos félicitations à nos amis du groupe de la Banque mondiale. Cette réunion devrait nous permettre de discuter de nos défis communs de développement, notamment en matière d'amélioration du capital humain, comme vous l'avez souligné, de création d'emplois pour nos jeunes et nos femmes, et de relance économique pour le bien-être de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, la rencontre d'Abidjan permettra, je l'espère, de parvenir à une déclaration, dite déclaration d'Abidjan, retraçant nos priorités d'investissement et nos engagements pour améliorer notre capacité d'absorption et une utilisation transparente et efficiente des ressources qui seront mises à disposition en vue d'une 20e reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA aux environs de 100 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. C'est une bonne occasion pour montrer que la solidarité est effectivement essentielle. Je dirais même qu'elle est obligatoire pour le bien de toute l'humanité et pour construire ensemble un monde plus sûr et, bien évidemment, nous souhaitons plus prospère. Voilà, c'était le discours inaugural du chef de l'État. Et depuis le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, on retrouve Alexis Ouedraogo qui a suivi pour nous la cérémonie d'ouverture. Bonjour Alexis. Bonjour Aboulaye Koné, et oui, cette rencontre de haut niveau IDA 2020 se poursuit ici du côté de l'hôtel Sofitel Ivoire avec le huis clos des présidents. Ils sont en tout une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à prendre part à cette réunion d'Abidjan. Ce qu'il faut comprendre, Aboulaye Koné, c'est que la crise sanitaire de la Covid-19 a fortement impacté le développement de plusieurs États. À cela, il faut ajouter la recrudescence du terrorisme en certains endroits, situation qui a fortement impacté les populations qui le ressentent de plus en plus. Il fallait donc s'arrêter, repenser les modèles de développement et asseoir de nouvelles stratégies pour capter le maximum d'investissement pour le développement du continent. Ce sera donc l'enjeu principal de cette rencontre d'Abidjan, l'IDA 20. Pour l'heure, les chefs d'État sont à huis clos, comme je l'ai dit précédemment. Ils devraient en sortir à la fin avec une déclaration d'Abidjan à l'adresse des institutions financières susceptibles d'accompagner la croissance économique du continent.
Merci Alexis Ouedraogo. Quelques heures plus tôt, plusieurs dirigeants africains sont arrivés à Abidjan. Les présidents de Madagascar, du Burkina Faso et de la Mauritanie étaient déjà dans la capitale économique ivoirienne dans la soirée de mercredi. Ceux du Togo, du Bénin et du Sénégal sont arrivés ce matin. 4 hauts dirigeants africains, les présidents du Rwanda, du Libéria, du Soudan et de la Mozambique, y prennent part par visioconférence. Ainsi donc, après la réunion de Paris, c'est au tour d'Abidjan de recevoir des chefs d'État pour la rencontre de ce jour. Selon le vice-président de la Banque mondiale, les besoins de financement sont estimés à 90 milliards de dollars américains, une importante somme qui devrait permettre de faire face aux effets pervers de la Covid-19. Les explications de Noël Niagno. La Covid-19, cette pandémie a éprouvé les économies du monde entier, singulièrement celles d'Afrique, marquées par leur fragilité. Après la rencontre de Paris de mai dernier sur le financement des économies africaines, les dirigeants africains remettent le couvert, cette fois en terre africaine, sur les bords de la lagune Bié, ici à Abidjan, avec une feuille de route. Une priorité de chef d'État est certainement l'emploi, la transformation économique, mais aussi l'intégration régionale, le développement de ressources humaines, les grands défis par rapport au changement climatique et aussi de conflits qui affectent plusieurs pays en Afrique. Alassane Ouattara et ses pairs, des dirigeants d'organisations partenaires des officiers de la Banque mondiale, veulent reconstituer les fonds de l'Association internationale de développement pour répondre à ces objectifs. Il y a un consensus, même entre les bailleurs de fonds, qui vont appuyer un effort plus grand que la dernière reconstitution. Alors, je vois beaucoup d'espace vers au-delà de 90 milliards de dollars. Il s'agira avec ce niveau de financement de réduire sensiblement la pauvreté, réduire également les inégalités, améliorer la vie des plus démunis et stimuler la croissance économique. Créé dans les années 60, le fonds IDA est l'une des plus importantes sources de financement pour la lutte pour la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu. À ce jour, les investissements IDA sont estimés à 422 milliards de dollars US pour le compte de 144 pays. Et puisqu'on parle de Covid-19, on fait maintenant le point de la situation au 14 juillet. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 56 nouveaux cas de Covid-19 sur 3015 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 53 guéris et 0 décès. À la date du 14 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 48 959 cas confirmés, dont 48 331 personnes guéries, 319 décès et 319 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 740 799. Le 13 juillet, 5 333 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 866 611 doses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Porté par la Fondation Children of Africa, l'hôpital mère-enfant de Bingerville s'emploie à réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. Et pour joindre l'acte à la parole, il multiplie en faveur de ses patients plusieurs actions. Et c'est donc dans ce cadre qu'une mission de médecins français séjourne à Abidjan pour des interventions chirurgicales. À travers la vidéochirurgie, plusieurs enfants souffrant de diverses pathologies vont bénéficier d'une prise en charge, de quoi redonner un brin d'espoir à leur famille. On regarde le reportage de Walter Amadou Ouattara. Hôpital mère-enfant de Bingerville. Mathurin Légré est père d'un enfant qui souffre d'une pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit donner l'origine même de ces pathologies. L'enfant ne fait pas de maladie, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose. L'enfant ne nous a jamais dit qu'elle a mal au ventre. Et nous avons beaucoup dépensé. C'était difficile pour la maman au départ,
Parce que pour entendre déjà que c'est une tumeur, un cancer, et ça fait vraiment pleurer. Aujourd'hui, là, je suis vraiment dans un très bon état d'esprit parce qu'on attendait vraiment l'opération. L'hôpital mère-enfant nous rassure. Comme Mathurin, 14 autres parents de patients ont à présent un espoir. S'offre à eux l'opportunité de soigner leurs enfants dans des conditions médicales optimales. Ces enfants, souffrant de différentes pathologies rares, sont choisis pour bénéficier de la technique coliochirurgie ou la vidéochirurgie. On va les opérer par voie cilioscopique. On va opérer avec les caméras, donc ce qu'on a couramment l'habitude d'appeler vidéochirurgie. Les avantages de la celluliochirurgie, l'hospitalisation est moins longue, c'est moins invasif qu'une anesthésie générale, et parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre l'ouverture par laquelle on opère, le chirurgien opère, est réduite à quelques points, 3 ou 4 points. Donc, les suites opératoires sont moins douloureuses et la récupération du patient est plus rapide. C'est grâce à un appui à la Fondation Children of Africa à travers l'hôpital mère-enfant. Appui exécuté par des médecins français issus de l'organisation La Chaîne de l'Espoir. Ceux qui ne peuvent pas payer cette chirurgie sont au nombre de 6 et sont passés par les assistantes sociales. Et on a étudié leur dossier et à l'issue de l'étude, on a donné notre OK et ces patients seront pris gratuitement. Durant la mission qui a débuté le 13 juillet pour s'achever le jeudi, cette expertise médicale française sera partagée avec une dizaine de médecins ivoiriens. Autre chose à présent, lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération dans la lutte contre le grand banditisme. Nos forces viennent de se voir dotées de 9 véhicules tout-terrain. Le don destiné au commandement des forces spéciales a été remis au général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. C'était à la base des forces spéciales à Yamoussoukro, le compte-rendu d'Abou Sanogo. Du matériel roulant tout-terrain de type SSD offert au commandement des forces spéciales. Ces 9 véhicules tactiques ont la particularité d'être légers, adaptés au terrain accidenté et efficaces dans l'insertion rapide des unités de renseignement et l'exécution des missions de reconnaissance. Ce geste de l'armée française aux forces armées de Côte d'Ivoire, réceptionné par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais exprimer la reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire à l'armée française pour cette manifestation de fraternité d'armes. Cette donation marque le soutien et la solidarité de l'état-major des armées français aux efforts continus d'adaptation de notre outil de défense dans la lutte contre les menaces nouvelles. En retour, la France renouvelle son engagement à œuvrer pour la formation des soldats ivoiriens. Certains d'entre vous ont bénéficié, avec le précédent détachement des forces spéciales françaises Cavali, d'une formation de 5 semaines pour apprendre à maîtriser la conduite de ces engins puissants et furtifs. Cette instruction devrait se poursuivre dans les semaines qui viennent afin que vous approfondissiez les techniques de conduite, mais au-delà bien sûr, que vous découvriez toutes les facettes de l'emploi tactique de ces véhicules. Ces véhicules faciles d'entretien sont polyvalents, modulables et ont une capacité hors norme de manœuvrer sur des pistes et terrains fortement dégradés et de prendre en chasse des adversaires à motocyclette. Ils sont faciles à dissimuler au cours d'activités opérationnelles et offrent des capacités exceptionnelles de franchissement avec possibilité de varianter les itinéraires. Avec ce matériel roulant, les opérateurs de forces spéciales gagnent une bonne liberté de manœuvre qui leur permettrait de déployer dans l'urgence des hommes armés avant toute action d'envergure en cas de besoin. Et sur un tout autre plan, la première édition des rencontres annuelles des mobilités s'est tenue à Abidjan. Plusieurs experts venus du continent ont planché sur la problématique des mobilités urbaines sur le continent. Les offres, les initiatives et les perspectives ont meublé les échanges. Le reportage d'Alec Lavry avec le commentaire de Serge Coléa.
Mobilité, les offres, les innovations et perspectives. C'est le thème de la première édition des RAMES, rencontres annuelles des mobilités. Selon le commissaire général Barthélémy Kwame, il s'agit de développer les capacités de décision en matière de transport et de circulation routière. La mobilité, c'est l'ensemble des composantes qui font qu'on peut se déplacer, mais se déplacer de façon sûre. Donc l'idée, c'est de faire se rencontrer tous ces acteurs-là et même les usagers de sorte à améliorer les mobilités. Le ministère des Transports apporte tout son soutien à cette tribune d'échange. Les experts venus de la sous-région et de la France ont partagé leurs expériences. Entre autres thématiques abordées, la digitalisation des transports, le développement du réseau et la sécurité routière. Quand on parle de déplacement, il y a effectivement les questions de sécurité routière. Et donc, le ministère des Transports, qui est garant de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, a donc, à travers sa vaste stratégie de sensibilisation, décidé d'occuper de l'espace en amenant les populations à comprendre effectivement le bien fondé de cette sensibilisation. La première édition des rencontres annuelles des mobilités est une initiative du magazine ActuRoute, une plateforme qui entend apporter des solutions à la problématique globale des mobilités urbaines en Afrique. On continue de parler de mobilité. Les acteurs du transport des communes d'Alépé et d'Azaguié ont rencontré l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. La promotion d'un nouveau système de modernisation du secteur du transport était au cœur des échanges. À l'issue de la rencontre, les acteurs du transport se sont engagés à accompagner l'AMUGA dans son projet de mobilité urbaine. Le commentaire de Godefroy Okambawa. Salle des fêtes de la mairie d'Alépé. C'est ici que démarre la première étape de la rencontre entre l'AMUGA, autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, et les acteurs du transport des communes périphériques. Les échanges portent sur l'organisation des activités des transporteurs et la construction de nouvelles gares routières. Les acteurs du transport se réjouissent de ce projet auquel ils adhèrent totalement. On a constaté que dans le monde du transport, beaucoup de choses sont dites et sont restées dans les tiroirs. Il faut qu'aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre, que les chauffeurs devaient avoir un CAP pour différencier les chauffeurs personnels des chauffeurs professionnels. Et donc, nous, on ne peut que dire merci. Une tournée initiée par l'AMUGA sur recommandation du gouvernement offre un cadre de collaboration entre les collectivités, les transporteurs et l'autorité de la mobilité, CAP, et M. Azaguié, après Alépé. Ici, les acteurs du secteur ont été invités à se constituer en coopérative. 10 communes d'Abidjan et 6 communes périphériques sont concernées par ce projet mis en œuvre par l'AMUGA. Pour le responsable de la structure, la modernisation du système du transport va permettre une grande fluidité dans les déplacements dans le périphérique du Grand Abidjan. Aujourd'hui, tout le monde a compris que pour prospérer dans le secteur, l'idée aujourd'hui c'est de se professionnaliser parce que c'est ce qui est voulu par la réforme de l'État. Et l'AMUGA également sera à leur côté avec les collectivités pour qu'ensemble on puisse bâtir le nouveau système de transport que nous sommes en train de mettre en place dans le Grand Abidjan. Chauffeurs, auxiliaires et propriétaires d'entreprises de transport de 19 communes sont concernés par le projet de mobilité urbaine. Pour rappel, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan a pour mission de coordonner et gérer l'ensemble des activités des transporteurs. Un document de politique genre pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a été présenté à l'ensemble du corps éducatif en présence de la ministre Mariatou Koné et des partenaires institutionnels. Le document devrait permettre au dit ministère de mieux vulgariser sa politique en faveur de l'étiquette du genre et de mieux communiquer sa vision auprès de la communauté éducative. Le compte-rendu de Franck Quadio. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se dote d'un document d'articulation d'une politique genre. Le document est présenté à l'ensemble de la communauté éducative. Intervenant par visioconférence, Laure Rudert, la directrice pays du Millennium Challenge Corporation MCC, a salué l'implication de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la politique genre, fortement portée par le MCA Côte d'Ivoire, structure chapeautant l'élaboration du document dont la représentante s'est exprimée à l'entame de l'activité. L'objectif est d'instaurer
un environnement institutionnel qui puisse être favorable à l'égalité, à l'équité de genre dans l'éducation. Ce document a été adopté en Conseil des ministres au mois de décembre 2020. Tout le sens de ce document de politique genre, dont le processus d'élaboration a été financé grâce au fonds Compact, octroyé par le MCC, notre partenaire, est de fixer les grandes orientations qu'il faille transformer maintenant en actions concrètes sur le terrain. Des actions concrètes illustrées par la mise en œuvre de la politique genre, et la mission est confiée à Marie-Véronique Bakayoko, directrice de l'égalité et de l'équité du genre. Elle sera chargée de conduire le processus. La ministre de l'Éducation nationale a exprimé sa satisfaction. En signant un accord avec notre pays en 2017, le gouvernement américain s'est engagé à nous apporter une aide substantielle en matière de réduction des disparités entre filles et garçons, en termes d'accès, en termes de maintien et en termes de réussite dans le secteur éducation-formation. Le choix du MCC de faire un focus sur le genre dans ce projet rejoint parfaitement la vision du développement équitable. C'est une approche qui intègre également la vision inclusive du Plan national de développement 2021-2025. Après la présentation officielle du document de politique genre, la phase suivante sera la vulgarisation auprès du grand public, de la communauté éducative et des partenaires techniques et financiers. Et on parle maintenant d'entrepreneuriat avec le Forum africain des femmes entrepreneurs, section Côte d'Ivoire, qui vient d'être installée. L'installation de la section vise un double objectif, celui de la formation des femmes entrepreneurs et l'aide au financement. Plus de détails avec Astou Danyogo. Le Forum africain des femmes entrepreneurs a désormais une représentante en Côte d'Ivoire. Elle a pour mission de former, encadrer les femmes entrepreneurs, mais surtout les réunir et trouver des financements afin de pérenniser leurs activités. Le Forum vient répondre à une problématique, la formation de la femme entrepreneur. Sur tous les plans, il faut qu'on maîtrise ce qu'on fait. Et on ne peut maîtriser ce qu'on fait lorsqu'on l'apprend. Et l'apprentissage passe par la formation. Nous avons eu de grandes formatrices, des expertes venues de l'extérieur pour faire comprendre aux femmes comment développer son entreprise. Et on se donne les moyens qu'il faut pour y arriver. Ce forum, né en 2019, a pour ambition de positionner la femme entrepreneur africaine au niveau international. En tant que femme entrepreneur, je me suis rendu compte durant mon parcours que les femmes faisaient face à plusieurs difficultés. Et certaines d'entre elles étaient liées au genre. Il faudrait créer une plateforme d'échange, réfléchir sur la manière de pouvoir surmonter ces difficultés, non seulement pour nous, mais pour celles qui sont dans les zones reculées et puis pour nos jeunes sœurs qui sont intéressées à l'entrepreneuriat féminin. Pour y arriver, les femmes ivoiriennes doivent croire en leur potentiel et pouvoir compter sur le soutien de leurs dévanciers. La plupart de nos compagnons les plus fiables sont des femmes. Imaginez-vous dans un environnement où certaines d'entre elles, la plupart d'entre elles, n'ont pas eu la chance d'apprendre, d'être formées et de bénéficier de certaines facilités, de réseaux et tout ça, comme les hommes. Imaginez qu'on leur donne ces conditions-là. C'est un devoir national, c'est un devoir citoyen que de les soutenir, apprendre totalement leur envol. Rencontre B2B et partage d'expériences ont meublé cette rencontre hautement symbolique. Autre titre de ce journal, on se rend maintenant à Bongo, une localité située dans le département de Bonois, pour parler de reboisement. Une multinationale ivoirienne vient de restaurer plus d'1 million d'hectares de forêt. L'acte agro-industriel a vu la participation des forces vives de la localité. La communauté éducative a également pris part au reboisement. Le témoignage de Franck Quadio. Des élèves initiés à la pratique du reboisement. Nous sommes à Bango, dans le département de Bonois, et l'ONG Amistad, soutenu par un partenaire exerçant dans l'agro-industrie, pour ambition d'impliquer élèves et associations féminines à l'éco-citoyenneté forestière. Avec les élèves, nous sommes dans le programme qui a été initié par le ministère des Eaux et Forêts, une école 5 hectares. Donc pour nous, il est important d'initier les élèves à préparer des pépinières, à planter des arbres, de sorte que chaque école dans laquelle nous allons travailler puisse avoir 5 hectares. Donc aujourd'hui, l'école dans laquelle nous sommes aujourd'hui a identifié 1,17 hectares que nous allons planter ensemble. C'est du reboisement aussi, mais c'est également un projet d'agroforesterie et nous sommes très intéressés par
cette démarche d'agroforesterie qui permet de combiner des arbres forestiers, des arbres fruitiers et du vivrier, ce qui va permettre aux dames de l'association des dames de Bongo de mener un premier projet de pépinière. Accompagner les enfants et les femmes, mais aussi installer l'action dans la durée. Cette journée de planting est symbolique, mais jugée importante par les acteurs. En faisant ce planting, lorsque la cantine sera réouverte à la rentrée prochaine, nos enfants pourront en bénéficier. Et là aussi, lorsque l'enfant est bien nourri, il est bien entretenu, le rendement scolaire s'ensuit. Notons que cette action n'est pas anodine. Le site de Bongo n'est pas non plus fortuit. C'est une unité agricole intégrée qui permettra de participer de façon active à la politique nationale de reboisement à travers les activités environnementales telles agriculture, zéro déforestation. Environnement toujours, le jardin botanique de Bingerville a servi de cadre aux activités du Zonta Club d'Abidjan. La journée a été meublée par des randonnées pédestres et une opération de reboisement, un lot d'activités qui contribuent selon les organisateurs à la restauration du couvert végétal en voie de disparition. Jean-Marc Yadji. Opération de planting d'arbres au jardin botanique de Bingerville. L'espèce cultivée sur cette surface herbeuse est appelée le niangon. Initiative de Zonta Club, organisation qui œuvre à la défense des droits de la femme. Pour la présidente, ce reboisement vise à contribuer à la sauvegarde de l'espace forestier et de la flore. On a décidé de planter des arbres comme un reboisement pour faire revivre la nature parce qu'on a trop dévasté nos forêts. Pour montrer que la femme ne sait pas seulement bavarder, procréer, mais elle sait aussi participer à l'amélioration de l'écosystème, à la sauvegarde de l'écosystème. Outre ce planting d'arbres, plusieurs actions réalisées sont à mettre à l'actif de Zonta Club. Notre visite au jardin botanique, ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà contribué à réparer le portail du jardin botanique il y a déjà quelques années. Nous avons par ailleurs construit une maternité. Parrain de cette journée marquée par l'action écologique, le premier adjoint au maire de la commune a exprimé l'engagement du conseil municipal à accompagner toute action participante à restaurer la nature à Bingerville. Nous sommes toujours prêts à accompagner tous ceux qui viennent nous apporter, je dirais, un plus. Parce que le jardin botanique, c'est vrai que c'est un patrimoine national, mais c'est encore plus, c'est la fierté de Bingerville. Nous sommes très fiers et tous ceux qui souhaitent contribuer à l'embellissement du jardin botanique, nous sommes prêts à les accompagner. Le Zonta Club est représenté dans plus de 160 pays à travers le monde entier. Implanté en Côte d'Ivoire depuis 1970, il compte plus de 40 membres. Radio Côte d'Ivoire veut donner de la couleur à ses vacances 2021. Elle propose 4 nouvelles émissions aux auditeurs. Radio Vacances, Talent de sport, Duel des cracks et Gold Voice pour les meilleures voix. Des émissions qui, selon les responsables de la chaîne, auront avant tout une dimension humaine. Le programme Vacances de Radio Côte d'Ivoire démarre le 19 juillet prochain et prend fin à la mi-septembre. Plus de détails avec Franck Quadio. Maison de la radio au plateau, du rythme du pays Léboutou, sud-ivoirien pour annoncer les couleurs. C'est jour du lancement du programme Vacances de Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la deuxième partie de votre programme. Le contenu du programme classique met des émissions pour donner le ton de ces vacances. Ce sont Radio Vacances, Talent du sport, Golden Voice et le Duel des cracks. Pour la direction de la chaîne, l'idée est de jouer le temps de quelques mois le rôle de moteur social et cela par la sensibilisation. Ces émissions ont un fort potentiel d'enrichissement et d'épanouissement de la personne humaine. Donc cette année, nous allons encore parcourir certaines localités de l'intérieur du pays et d'autres communes d'Abidjan, du district d'Abidjan, en vue de sensibiliser les populations sur des problématiques qui les concernent. La sensibilisation sur les maux de la société, mais aussi le divertissement. L'idée séduit partenaires institutionnels et collectivités. Il était bon que pendant ces vacances-là, on mêle l'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable pour sensibiliser la jeunesse de toutes ces villes-là, partant de Guiglo jusqu'au Grand Pont, pour qu'ils puissent avoir des vacances saines. Beaucoup d'efforts ont été faits, des résultats satisfaisants ont été atteints
mais le sida demeure une réalité aujourd'hui. Et notre engagement à travers cette émission Radio Vacances, c'est justement de faire la sensibilisation. Conservons la biodiversité dans nos forêts, particulièrement dans les parcs nationaux, dans les réserves naturelles, pour que les chercheurs puissent chercher et trouver les remèdes qui pourront soigner les êtres humains. Et c'est ce message que nous voulons faire passer. Radio Côte d'Ivoire lance sa grille vacances dès ce 17 juillet. Le programme prendra fin à la mi-septembre. Attention, la route continue de tuer en Côte d'Ivoire. Mercredi 14 juillet dernier à 19h20, la 7e compagnie du GSPM est alertée par un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord, voie sud PK 108. Sur les lieux, il s'agit d'une collision impliquant un minicar et un autocar. Le bilan fait état de 56 victimes, dont 23 décès certains. Les 33 autres évacués à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodor. Signé le GSPM. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, l'Afrique du Sud continue de s'embraser. Les pillages et les bousculades ont fait 72 morts selon les autorités. La raffinerie South African Petroleum, qui fournit plus d'un tiers du carburant dans le pays, a fermé temporairement son usine de Durban. Des inquiétudes sur de possibles pénuries voient le jour. Autre secteur touché, la santé. Un communiqué du ministère de la Santé s'inquiète du vol de stock de médicaments et du pillage de pharmacies. En réponse aux troubles, le nombre de soldats déployés dans les zones à risque a été doublé pour atteindre 5000 militaires. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1 à 20h. Ne manquez pas l'édition avec Kolo Koulibaly. À très bientôt.